Antoine et Benjamin décortiquent des milliards de morceaux, rock et pas que rock, parfois samba, parmi voilà, des milliers de titres. On lance un random et on en parle. C'est parti, la machine a lancé le random. Oh oui. Oh là là, mon Benjamin va être aux anges. New Order. C'est l'album Low Life, je reconnais la pochette. Et on est sur un titre qui s'appelle The Perfect Kiss. Le bisou parfait. Ben, Troisième album, je crois, de New c'est Order. quoi The Perfect Kiss au final? The Perfect Kiss is the kiss of death. Ah, d'accord, c'est ça le texte. Eh oui. D'accord, du coup, bon, bah, New Order, on va pas. Bon, si, on peut rappeler que c'est les. J'allais dire, oui, je cherche le mot, mais enfin, les orphelins de Ian Curtis Oh. qui forment donc ce groupe assez rapidement après la mort de Ian et du coup, carrière assez fulgurante, quoi. Ça marche très vite tout de suite. Enfin, très vite, quand je dis ça marche, je pense que. Enfin, dis-moi, j'ai l'impression que ça marche en tout cas. Non, C'est un groupe qui est culte, quoi. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, en fait, ils sortent leur premier album sous le nom de New Order, donc à 81, donc effectivement assez vite. Mais bon, en fait, après la mort de Ian Curtis, ils continuent plus ou moins sous le nom de Joy Division. Enfin, c'est assez rapide la mutation en New Order, mais ils continuent de répéter déjà parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Et donc, la décision est prise de changer de nom. Pour New Order, leur première sortie, c'est le premier single, c'est Ceremony, qui est en fait le dernier morceau composé par, enfin les deux derniers morceaux de Joy Division, en fait Ceremony en face A et In a Lonely Place en face B, qui sont les deux dernières compositions faites avec Ian Curtis. Et en fait, après leur premier album, Movement, va être leur dernier album produit par le producteur mythique Martin Annett, le producteur de Joy Division. Mais c'est un album où on sent tout le monde mal à l'aise, quoi. On sent Bah, Martin Annett est mal à l'aise de les produire sans qu'il y ait Ian Curtis. On n'avait pas le choix. Eux savent pas trop où aller, etc. C'est un album assez intéressant parce que, en fait, de toute façon, New Order, c'est ça qui est passionnant avec eux, c'est que c'est un groupe de recherche, c'est un groupe qui tâtonne, c'est un groupe qui est obsédé par une espèce de quête un peu mystique des structures pop idéales, quoi. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Mais quand on entend ça, qu'on connaît pas trop, etc., quel public s'est retrouvé là-dedans? Parce que c'est pas le public écouté du rock, je sais pas, dans les années 70 Ah non, qui va adhérer à ça. Donc, bien du sûr coup, que c'est non. quoi? Ça va chercher sur quel public? Des jeunes, Oui. des jeunes gens qui finalement s'attachent à ce groupe parce que ça passe en radio? Enfin, comment se fait ce Ah succès-là, bah non, en fait? c'est vraiment typiquement le début de la scène indépendante, parce que Oui, mais ça me New Order est signé par Factory, etc. Donc c'est uniquement des acheteurs de disques qui Mais ce côté électro avant l'heure, bah oui, oui, enfin, bah, pas avant l'heure, enfin. voilà, c'est aussi le début de la vie dans les boîtes de nuit, quoi. Les gens Donc c'est vont plutôt apprendre. l'électro en fait. C'est vraiment, ça peut paraître adépacat, mais c'est vraiment pour que moi je comprenne d'abord, et puis peut-être que d'autres gens s'y retrouvent dans ma question. Bah, Je veux dire, c'est vraiment une culture du nightclub. non, c'est plus une culture de la scène indépendante. Ouais, mais du coup, tu peux C'est développer là-dessus. tout simplement une culture de gens qui achètent des disques, qui lisent la presse spécialisée Ouais, et qui d'accord. n'écoutent pas la radio parce que c'est de la musique qui ne passe pas à la radio. D'accord, donc même New Order n'est pas mainstream avant très longtemps, parce que maintenant ça l'est devenu, mais bon, on n'est plus arrivé à l'époque. New Order, évidemment, le grand choc, ça va être la sortie du single de Blue Monday en 1983. Et avec Blue Monday, Et là, ce qu'on écoute, c'est quelle année? c'est 85. Donc, donc voilà, ils sont déjà quand même. Ils passent en radio. Pas sur toutes les radios, Oui. mais Blue Monday a été, et encore aujourd'hui, le single maxi 45, maxi 45 tours le plus vendu de tous les temps, quoi. C'est D'accord. incroyable comment ce disque En maxi, ouais, s'est c'est vendu. aussi l'époque où ça commence à- Voilà, c'est un succès énorme, toutes les boîtes le passent et tout ça, mais c'est un groupe aussi, en plus à l'époque, très très mystérieux, parce que qui ne donne pas d'interview, qui fait assez rarement
des couvertures de magazines, etc. Donc c'est un groupe, c'est un groupe un petit peu avec une espèce de culte autour de lui, quoi. Et donc le premier album qu'il publie après Blue Monday, Power, Corruption and Lies, est aussi un énorme succès et une réussite totale. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et Low Life, donc cet album-là est aussi un chef-d'œuvre absolu. Ouais, cette chanson, cet album-là aussi. Je conseille les 4 qui sortent à partir de ce moment-là. De toute façon, Power, Corruption and Lies, Low Life, Brotherhood et Technique. Du coup, les auditeurs de New Order sont pas forcément connectés à Joy Division. Voilà, c'est ça. Non, et d'ailleurs, il y a beaucoup de fans hardcore de Joy Division qui ne supporteront pas le virage électro de New Order. Non. Effectivement, ça va vraiment être... Est-ce que ça marche un peu au-delà des frontières ? Ah bah oui, parce que c'est Quincy Jones qui va tomber complètement amoureux de New Order et qui va les signer sur son label qui en fait a eu un sous-label de Warner aux États-Unis et qui va lancer leur carrière aux États-Unis et ils vont avoir un vrai following américain. Ils vont faire beaucoup de tournées américaines, alors pas d'énormes tournées parce qu'en fait... les membres de New Order n'aimaient pas beaucoup tourner longtemps. Enfin, c'était surtout Bernard Sumner qui n'aimait pas du tout. Il faisait pas des 80 dates, quoi. Voilà. Et puis surtout à l'époque, en tournée, c'était vraiment, c'était presque un des groupes les plus violents. Enfin, c'était limite à un niveau Motley Crue, quoi, New Order en tournée. Alors on dirait pas comme ça, mais. C'était vraiment, il buvait, se droguait beaucoup et tout ça. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc The Perfect Kiss, pour finir aussi sur la chanson, c'est un petit peu à contre-cœur parce qu'ils avaient vraiment une discipline extrêmement rigoureuse à ne pas à n'extraire aucun single des albums. Tous les singles devaient être indépendants, etc. Ah, à l'anglaise, quoi, à l'anglaise de Sixties, quoi. Et en fait, pour Perfect Kiss, il avait sorti un single d'abord, et le single était très très long, durait à peu près 10 minutes, etc. Il a eu un assez bon succès aussi médiatiquement, parce que c'est Jonathan Demme, en plus tout auréolé du succès du film Stock Making Sense de Talking Heads, là on est plus dans le total indé. Qui vient à Manchester pour les filmer dans leur petit studio de Cheetham Hill. Et le clip est vraiment très très savoureux de Perfect Kiss. Et donc voilà, puisque ils ont en fait réduit un format, assez bizarrement, ils ont réduit un format album, la chanson qui était en maxi. Oui, plus courte du coup. Et effectivement, elle passe très très bien dans le cadre de l'album Low Life. Avec à la fin, c'est marrant parce que la semaine dernière, en temps de confinement, les membres le batteur et la clavier de New Order, donc Gillian Ginbert et Stephen Morris, qui sont un couple à la ville, qu'il était déjà à l'époque bien sûr, ont accepté de participer à une séance d'écoute de Low Life sur Twitter. Et il plaisantait en disant ah ouais, The Perfect Kiss c'est la more cowbell song, et en fait il écrivait par le final, etc., où ils se sont en fait tapé un délire à foutre le plus de cowbell possible et tout ça pour s'amuser, quoi. En tout cas, c'était super cool de parler de New Order, groupe qui te tient à cœur et voilà, qui permet d'avoir des petites clés pour percer leur œuvre. Super, à bientôt Benjamin.